En 72 heures, un pays sous embargo total proclame une offensive agricole nationale, comme un sprint lancé depuis le bord du gouffre. Ce timing, que la plupart des économies jugeraient irréaliste, devient au Burkina Faso le point de départ officiel d'une reconversion centrée sur le manioc. Là où d'autres États sanctionnés voient leurs réserves fondre et leurs marges de manœuvre disparaître, Ouagadougou affirme pouvoir transformer une culture longtemps jugée secondaire en socle de souveraineté alimentaire. La question reste suspendue. Comment une promesse aussi radicale peut-elle tenir, surtout lorsqu'elle est portée par Ibrahim Traoré, dans un contexte où tout semble conçu pour l'étouffer? Derrière cette annonce fulgurante se dessine une promesse beaucoup plus vaste qu'un simple plan d'urgence agricole. Le Burkina Faso affirme vouloir transformer une crise imposée de l'extérieur en levier pour redéfinir son avenir économique, en faisant du manioc non plus une culture d'appoint, mais le cœur d'une stratégie de résilience. L'objectif déclaré est clair: assurer une autonomie alimentaire durable à l'échelle nationale, afin que les ruptures d'importation ne puissent plus dicter le quotidien des familles rurales. Cette ambition dépasse de loin les champs et les greniers. Elle conditionne la stabilité sociale, la capacité du pays à résister aux pressions internationales et la possibilité de bâtir des chaînes de valeur entièrement locales, de la parcelle aux ateliers de transformation. Dans un environnement régional marqué par la volatilité des aides extérieures et des marchés mondiaux, le projet devient un stress test grandeur nature pour un État souvent perçu comme marginalisé. En toile de fond, une question implicite accompagne chaque geste. Jusqu'où Ibrahim Traoré pourra-t-il pousser cette logique sans fracturer l'équilibre interne du pays? La première réponse concrète à la promesse arrive plus vite que prévu. En 72 heures, un geste perçu comme symbolique se transforme en opération nationale structurée autour du manioc. Ce basculement, chiffré dans le temps, constitue la première preuve que le pari n'est pas qu'un slogan, mais un processus déjà enclenché et coordonné depuis le sommet de l'État jusqu'aux communes rurales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les équipes mixtes, chercheurs civils et unités militaires réaffectées commencent par cartographier les sols. Les analyses montrent que le manioc résiste mieux que d'autres cultures à la sécheresse et peut s'étendre bien au-delà des provinces pilotes, y compris dans des zones longtemps jugées marginales. Ce simple constat technique change l'échelle du projet. Au lieu d'un correctif temporaire, le manioc devient le candidat crédible à un pivot géoéconomique. Parallèlement, l'isolement imposé par l'embargo agit comme un révélateur. Là où d'autres pays sous sanctions se replient dans une logique de contraction, le Burkina Faso réoriente ses priorités. Réaffectation des forces, déploiement de matériel solaire pour l'irrigation, normalisation des pratiques de transformation. Les premiers convois d'équipements quittant les centres urbains pour rejoindre les provinces, tandis que des coopératives émergentes rédigent leurs propres règles de fonctionnement. C'est dans ce mouvement que surgit un acteur collectif inattendu: les premières coopératives agricoles, nées dans l'urgence, mais structurées comme des cellules de résistance économique. Dans le Houé, des agriculteurs longtemps dépendants d'importations irrégulières adoptent de nouvelles techniques. Leurs parcelles, jusque-là sous-exploitées, affichent des rendements stables malgré la sécheresse. Dans le Kadiogo, de jeunes urbains saturés par le chômage montent un atelier de transformation dont la farine alimente rapidement les premiers circuits d'exportation. Ces microcas circulent de village en village et prouvent que la vision peut tenir hors des discours. Les coopératives deviennent ainsi le véritable indicateur de faisabilité du plan, la pièce manquante qui commence à refermer la question ouverte au tout début du récit.
Les coopératives, apparues d'abord comme des structures improvisées pour absorber le choc de l'embargo, deviennent rapidement les guides silencieux du projet. Leur montée en puissance suit une logique simple. Elles traduisent une vision nationale en gestes concrets, sans emphase, mais avec une efficacité qui surprend même les observateurs les plus sceptiques. Dans plusieurs provinces, ces groupes hybrides, mêlant agriculteurs anciens, jeunes revenus des zones urbaines saturées et unités militaires réaffectées au soutien logistique, prennent en charge les opérations quotidiennes: cartographie des sols, installation des systèmes d'irrigation solaire, réorganisation des parcelles sous-exploitées. Leur rôle n'est ni héroïsé ni caché, il s'impose comme une évidence, une pièce de terrain que personne n'attendait à ce degré de structuration. K illustre ce mouvement. Dans le Houé, les agriculteurs qui dépendaient auparavant d'importations instables adoptent des techniques modernisées et stabilisent leur rendement en quelques semaines malgré la sécheresse. Dans le Kadiogo, un atelier monté par de jeunes travailleurs transforme les récoltes locales en farine destinée au premier circuit d'exportation. Ces résultats, modestes mais reproductibles, montrent que la dynamique repose moins sur des annonces spectaculaires que sur des mécanismes locaux bien ancrés. À mesure que les coopératives s'organisent, l'onde de transformation gagne en cohérence. Elles deviennent des relais d'information, des centres de coordination et des lieux où se recompose la relation entre communautés rurales et institutions nationales. Cet ancrage précoce clarifie l'enjeu. Si le plan tient, ce n'est pas uniquement grâce aux directives centrales, mais parce que ces structures locales en assurent la traduction quotidienne. La leçon implicite est assez brève. La faisabilité d'une vision dépend toujours de sa capacité à s'enraciner sur le terrain. Tout commence au moment où l'embargo frappe avec une brutalité qui sidère jusque dans les administrations locales. Les circuits s'effondrent presque instantanément. Les importations cessent, les stocks déclinent, les filières de distribution se grippent en chaîne. Ce n'est pas une crise lente, c'est une rupture nette, comme si l'économie entière avait été mise à l'arrêt d'un seul geste extérieur. Dans ce vide, les premiers signaux d'urgence remontent jusqu'à l'état-major civil et agricole. Les diagnostics convergent. Aucune stratégie classique, négociée, contournée, temporisée, ne peut rétablir les flux. Le temps est l'ennemi et la marge de manœuvre se réduit de jour en jour. C'est là qu'intervient le déclencheur. Une décision sans détour, sans rhétorique inutile. Transformer la crise au lieu de la subir. Ibrahim Traoré exige une accélération immédiate. Le manioc devient un pivot opérationnel, non pas une expérimentation marginale, mais un ordre d'exécution. Les premières directives partent vers les provinces: identifier les sols, réallouer les unités disponibles, sécuriser les zones rurales instables, réorganiser les coopératives existantes. La mécanique se met en marche dans un fracas silencieux, rythmé par les ruptures logistiques et le climat hostile. Dans les centres techniques, les agents changent les priorités. Les intrants importés sont abandonnés. Les dispositifs solaires, parfois stockés pour d'autres usages, sont réaffectés à l'irrigation. Les stratégies de gestion de l'eau sont revues pour s'adapter à chaque litre compté. Les équipes militaires reconverties en unités agricoles rapides prennent le relais, sondant les terres, analysant l'humidité, cartographiant les zones arides. Elles créent des corridors sécurisés pour permettre aux coopératives de circuler dans des secteurs instables, évitant que la crise alimentaire ne se double d'une crise sécuritaire. Puis survient le moment d'intensité maximale. La transition n'est plus conceptuelle, mais visible. En quelques seules semaines, des milliers d'hectares basculent vers le manioc. Les coopératives se fédèrent pour mutualiser les outils, organiser les récoltes pilotes, structurer les flux locaux. Les jeunes, longtemps aspirés par les marchés urbains saturés,
reviennent vers les terres, attirés par un modèle qui promet non seulement du travail, mais un rôle central dans une dynamique nouvelle. Le chercheur confirme la robustesse de la culture. Les premières récoltes sortent du sol malgré la sécheresse persistante. Les ateliers de transformation se mettent en place dans une cadence soutenue, s'appuyant sur des machines locales, du solaire et des procédés de séchage léger. La montée en puissance devient ensuite impossible à ignorer. L'éthanol apparaît dans les comptes prévisionnels. La farine circule dans les marchés locaux, puis franchit progressivement les frontières. Les premiers convois atteignent le Bénin, créant une surprise régionale. Un pays sous sanction parvient à exporter alors qu'il devrait théoriquement s'enfoncer. Dans les villages, les familles voient leurs revenus remonter. Dans les centres urbains, les ateliers génèrent une activité nouvelle. Les coopératives prennent confiance, les provinces se synchronisent, les infrastructures se stabilisent. À ce moment précis, le projet change de statut. Ce n'est plus une réaction de survie, mais le début assumé d'une reconfiguration économique. Le pays, annoncé comme affaibli, amorce une montée. L'impulsion venue du sommet, portée par Ibrahim Traoré, trouve sa traduction la plus solide dans ces chaînes locales qui s'étendent et se consolident. La crise initiale devient un point de bascule. Le signal est clair. L'initiative ne vise plus seulement à tenir, mais à avancer. Le basculement chiffré apparaît dès l'ouverture de la séquence. Le Burkina Faso passe d'environ 10 000 hectares de manioc cultivés à plus de 150 000 hectares, soit une multiplication par 15. Cette transition constitue le baseline delta le plus net du projet, car elle montre un passage d'un modèle de survie fragmenté à une stratégie agricole clairement structurée. Ce chiffre ne décrit pas une prouesse isolée, il traduit une réallocation systématique des terres rendue possible par l'embargo lui-même. Là où les cultures dépendantes d'intrants importés se sont effondrées, le manioc a trouvé un terrain disponible et une marge d'expansion immédiate. La logique est simple. Une culture qui n'exige ni semences externes ni irrigation lourde peut occuper des zones arides longtemps jugées inutiles. Le deuxième delta essentiel concerne l'exportation. En l'espace de 6 mois, les filières de transformation locale génèrent près de 300 millions de dollars de farine de manioc. Le volume surprend par son ampleur, car il porte sur une culture auparavant dispersée et essentiellement destinée à la consommation directe. Le chiffre confirme l'émergence d'un maillon intermédiaire longtemps absent. Des ateliers capables de transformer un produit brut en valeur ajoutée exportable. Cette transition n'est pas anecdotique. Elle montre comment un réseau de petites unités peut stabiliser une économie rurale lorsqu'il est soutenu par des coopératives organisées. La phrase clé est implicite. Une culture jugée secondaire devient rentable dès qu'elle franchit le seuil de la transformation. Le troisième indicateur quantitatif touche au cœur du dispositif opérationnel, l'énergie. Près de 120 MWh d'énergie renouvelable sont intégrés au réseau pour alimenter principalement les infrastructures agricoles et les unités de transformation. À l'échelle mondiale, ce volume peut sembler modeste. À l'échelle d'un État sous embargo, il redéfinit pourtant la dépendance énergétique. Ces installations solaires permettent de maintenir la chaîne de production même lorsque les circuits internationaux sont bloqués. Autrement dit, l'énergie locale devient un garant de continuité dans un contexte où chaque rupture pourrait relancer la spirale de la pénurie. Autour de ces trois deltas se déploie un paysage social en mutation rapide. Plus de 80 000 agriculteurs rejoignent les coopératives, dont environ 40% de femmes, une proportion qui modifie l'équilibre interne des filières. Ces données, bien qu'elles ne constituent pas les métriques principales du plan, expliquent sa stabilité. Les femmes assurent une large part de la transformation locale, tandis que les jeunes gèrent la logistique, les séchoirs, les circuits d'acheminement. Ce glissement démographique renforce la résilience du modèle,
car il repose sur des catégories sociales historiquement marginalisées mais particulièrement agiles dans les économies rurales. Le système fonctionne alors comme une mécanique en ondes. L'expansion des hectares s'y alimente le volume de matières premières, les revenus issus de la transformation consolident les coopératives, l'énergie solaire ancre la fiabilité opérationnelle. Chaque amélioration verrouille la suivante, créant une chaîne de cohérence qui ne dépend ni d'aides extérieures ni de fluctuations géopolitiques. Cette architecture progressive éclaire la viabilité du projet dans un environnement hostile. Elle démontre que, dans un cadre contraint, des chiffres modestes mais cohérents peuvent produire des effets multiplicateurs inattendus. Les critiques formulées contre le plan de souveraineté agricole reposent sur deux thèses solides qu'il faut d'abord traiter avec sérieux avant d'en proposer une lecture fondée sur les données du terrain. La première avance qu'un modèle centré sur une seule culture, ici le manioc, crée une vulnérabilité structurelle. Selon cette logique, si une sécheresse plus sévère que prévu frappait certaines provinces, l'ensemble de l'économie rurale pourrait vaciller. Les exemples d'échecs de monoculture ailleurs dans le monde semblent appuyer cet argument. Une production trop concentrée rend les systèmes agricoles extrêmement sensibles aux à-coups climatiques ou sanitaires. De plus, la dépendance à une seule filière d'exportation pourrait entraîner un effet pervers sur les prix, fragilisant les marges des producteurs au moindre choc régional. La seconde thèse met en avant le rôle des forces militaires dans le déploiement initial du projet. Certains observateurs y voient un risque de militarisation du secteur agricole. Ils craignent que l'infrastructure rurale, structurée rapidement pour faire face à l'embargo, ne devienne dépendante d'une logique sécuritaire au détriment de la gouvernance civile. Si les coopératives tardaient à s'autonomiser, le modèle pourrait glisser vers un système d'exception difficile à stabiliser sur le long terme. Ces deux critiques, rationnelles et argumentées, doivent être confrontées aux éléments vérifiables issus du terrain. La dynamique observée dans les provinces montre que le manioc n'a pas été choisi pour remplacer la diversité agricole, mais pour offrir un amortisseur stratégique dans un moment de rupture totale. Sa résistance à la sécheresse, son indépendance vis-à-vis des semences importées et sa capacité à pousser sur des terres arides en font une culture de stabilisation, non un pari exclusif. Par ailleurs, l'implication militaire n'apparaît pas comme une structure permanente. Les unités ont assuré le lancement logistique, mais les coopératives ont déjà repris la majorité des opérations quotidiennes. Les ateliers de transformation gérés par les communautés, le retour massif des jeunes vers les terres et la coordination interne entre provinces indiquent clairement que l'ancrage civil domine. Les critiques posent donc de vraies questions, mais les faits disponibles décrivent un système qui se consolide sans s'enfermer dans ses risques. Un geste change tout. En franchissant pour la première fois la frontière du Bénin, les convois de farine de manioc transformée révèlent la véritable nature du projet. Ce n'est plus un dispositif défensif destiné à amortir l'embargo, mais une dynamique offensive capable de projeter l'économie burkinabé au-delà de ses limites internes. Le passage paraît modeste, presque discret. Pourtant, il modifie immédiatement l'équation géopolitique. Un pays sous sanction parvient non seulement à nourrir sa population, mais à exporter un produit structuré, traçant une trajectoire inattendue dans un environnement hostile. Ce moment redéfinit la portée de la vision portée par Ibrahim Traoré. Jusqu'ici, le manioc servait principalement à sécuriser l'intérieur du pays. Désormais, il devient un outil de repositionnement régional. Les coopératives, renforcées par les premiers succès, accueillent de nouveaux acteurs, notamment des jeunes revenus des centres urbains saturés. Les ateliers de transformation tournent à pleine capacité, alimentant des flux réguliers vers les marchés voisins.
Göklai, les observateurs internationaux, qui anticipaient un effondrement mécanique sous embargo, voient un pays étendre ses marges de manœuvre. Le midpoint n'est pas un sommet, c'est l'ouverture d'une trajectoire nouvelle où la résistance se transforme en projection mesurable. Les effets concrets du basculement apparaissent d'abord au niveau national, NN. Dans les campagnes, longtemps fragilisées par la dépendance aux importations alimentaires, les revenus reprennent une trajectoire ascendante grâce à la transformation locale du manioc. Les familles rurales, soutenues par des coopératives désormais structurées, disposent d'une source de revenus plus stable et moins exposée aux fluctuations extérieures. L'accès aux outils solaires, aux ateliers de séchage et aux circuits de transformation renforce progressivement les infrastructures agricoles. Le cycle d'autonomie, improbable au début de l'embargo, devient visible. Les zones autrefois vulnérables s'ancrent dans une dynamique de production régulière, créant de nouveaux points d'équilibre entre centre et périphérie. Du côté d'Oannip, DN, l'impact est tout aussi profond. Les ateliers locaux, capables de transformer la racine brute en farine, amidon ou éthanol, se multiplient, formant un tissu industriel léger qui n'existait pas avant la crise. Ces unités, souvent issues de petits investissements communautaires, créent des marges nouvelles et réinjectent de la valeur dans des provinces longtemps délaissées. Les les flux d'exportation vers le Bénin renforcent l'incitation économique. Davantage de machines locales, davantage de formation technique, davantage de logistique. Un maillon intermédiaire, chaîne de transformation, vient combler une faille structurelle chronique dans l'agriculture ouest africaine. Le manioc cesse d'être un produit de subsistance pour devenir un levier entrepreneurial. Pour les Nguédon, ND, les répercussions sont immédiates. Les jeunes, auparavant bloqués dans des centres urbains saturés, retournent vers les terres avec des perspectives tangibles, un revenu stable, une place dans un système productif local et la possibilité d'évoluer vers la transformation. Les femmes, bien, les femmes occupent un rôle clé. Environ 40% des agricultrices intégrées dans les coopératives assurent la montée en puissance du secteur, en transformant leurs revenus en projets communautaires et en stabilisant les flux de production. Les villages, longtemps marqués par l'attente d'aide extérieure, retrouvent une dynamique interne fondée sur les ressources locales. Les conditions de vie s'améliorent, non par effet d'annonce, mais par la multiplication de petites structures viables. À l'échelle KUVUK-KV, le mouvement est encore plus révélateur. Le Burkina Faso, autrefois marginalisé dans les échanges régionaux, devient un fournisseur clé de produits dérivés du manioc. Les exportations vers le Bénin, le Ghana ou le Mali créent une interdépendance nouvelle qui change le rapport de force. Un pays sous sanction prouve qu'il peut influencer les flux commerciaux. Les voisins observent, analysent et parfois imitent la méthode burkinabé. Certains lancent même leur propre programme pilote, reproduisant la logique d'accélération fondée sur les ressources locales. Ngeuklé, les puissances extérieures, qui prévoyaient un effondrement, doivent composer avec un État qui restructure ses marges d'action. Les inquiétudes européennes autour d'un effet domino agricole témoignent de cette recomposition. Le manioc devient non seulement un symbole d'autonomie, mais un point d'équilibre entre pression extérieure et initiatives internes. À ce stade, la question ouverte en pépite trouve une réponse nette. Oui, un succès local peut devenir un levier régional. Le Burkina Faso entre maintenant dans une zone où les trajectoires possibles commencent à se distinguer nettement. Les 6 à 12 prochains mois constituent une phase charnière, assez proche pour mesurer les effets immédiats, mais suffisamment long
pour révéler les premiers signes d'essoufflement ou, au contraire, d'amplification. Trois scénarios émergent, chacun étayé par les dynamiques observées depuis le début de l'embargo. Dans le scénario de base, la progression se poursuit à un rythme constant. Les coopératives renforcent leur organisation interne. Les ateliers de transformation stabilisent leur volume et les flux d'exportation restent réguliers. La production de manioc continue de croître sans bond spectaculaire, mais sans recul notable. Le pays avance prudemment, naviguant entre pressions internationales et consolidation locale. Les revenus ruraux s'étendent progressivement, permettant la maintenance des infrastructures solaires et des unités de séchage. Ce scénario dépend d'un équilibre fragile mais tenable, poursuivre l'effort sans multiplier les risques. Dans le scénario optimiste, la dynamique actuelle se transforme en accélération régionale. Le modèle burkinabé attire l'attention de plusieurs pays du Sahel, ouvrant la voie à des accords commerciaux plus intégrés autour du manioc transformé. Les exportations dépassent les prévisions initiales, les ateliers locaux tournent à pleine capacité et les coopératives deviennent des pôles économiques majeurs. Les jeunes et les femmes, déjà fortement impliqués, amplifient leur rôle dans la chaîne de transformation. L'effet d'entraînement restructure les zones rurales, créant un marché intérieur et régional plus dense. Si cette trajectoire s'installe, le manioc pourrait devenir l'un des principaux leviers économiques du pays. Le scénario pessimiste s'appuie sur deux risques réels, les tensions géopolitiques et le climat. Des restrictions imposées par les puissances céréalières sur les produits dérivés du manioc pourraient ralentir les exportations. Une sécheresse sévère, toujours plausible dans le Sahel, mettrait sous pression certaines zones cultivées. Dans un tel contexte, la dépendance temporaire à une seule culture deviendrait un point de fragilité, poussant les coopératives à absorber des chocs qu'elles ne sont pas encore totalement équipées pour gérer. Le modèle resterait viable, Nung Fashusuk et Plomb, cherchant de nouvelles marges d'action. Dans ces trois trajectoires, une recommandation de pensée s'impose. Ne pas confondre autonomie et isolement. L'autonomie agricole n'a de sens que si elle repose sur des liens régionaux solides, une diversification progressive et une gouvernance locale capable d'absorber les chocs. Chaque spectateur peut trouver dans cette trajectoire des résonances qui dépassent largement le cas du Burkina Faso. Pour un premier groupe, celui des communautés confrontées à la volatilité économique mondiale, l'histoire montre comment un pays isolé parvient à réorganiser ses ressources locales pour créer un modèle qui tient malgré les ruptures. Ce mécanisme éclaire une vérité simple: face aux chocs extérieurs, la réinvention peut devenir une stratégie de survie autant qu'un levier de transformation. Un deuxième groupe, composé de ceux qui se questionnent sur la capacité des sociétés à générer de la valeur en dehors des circuits dominants, trouvera dans les coopératives burkinabées un exemple concret. Là où de nombreux systèmes agricoles souffrent d'une dépendance structurelle à l'importation ou à l'aide internationale, les réseaux communautaires démontrent qu'une organisation locale solide peut transformer des gestes ordinaires en dynamiques économiques. La manière dont les ateliers transforment le manioc brut en farine, amidon ou éthanol illustre le potentiel latent de ressources longtemps négligées. Enfin, un troisième groupe, celui des jeunes confrontés à un déficit d'opportunités, pourra reconnaître dans ce récit une alternative possible. Au Burkina Faso, les retours vers la Terre ne sont pas dictés par la contrainte, mais par l'opportunité d'intégrer une chaîne productive complète. Ce mouvement rappelle que les transitions économiques ne relèvent pas uniquement des grandes institutions, mais des décisions prises dans les villages, les coopératives et les ateliers. Pris ensemble, ces trois angles révèlent une ligne directrice commune:
La résilience n'est pas un concept abstrait, mais une série de choix quotidiens qui reconfigurent progressivement un tissu social entier. La consolidation du modèle nécessite désormais une feuille de route progressive conçue pour transformer une dynamique née sous pression en architecture durable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, chaque étape doit articuler coordination nationale, ancrage local et capacité d'adaptation face aux pressions extérieures. Le but n'est plus seulement de maintenir la production, mais d'assurer que le système ne retombe jamais dans la vulnérabilité initiale. Première étape: stabiliser les infrastructures agricoles. 3 à 6 mois. Les coopératives doivent renforcer leurs capacités techniques: irrigation solaire, compostage, unités de séchage. Les autorités locales supervisent la distribution de matériel, tandis que les ingénieurs assurent la maintenance. Le critère de réussite repose sur la continuité de la production, même en période de sécheresse. Deuxième étape: structurer la transformation locale. 6 à 9 mois. Les ateliers de farine, d'amidon et d'éthanol doivent passer d'un fonctionnement réactif à un modèle planifié. Les jeunes formés prennent la gestion quotidienne, tandis que les coopératives fixent les normes de qualité. L'indicateur phare devient la proportion de manioc transformé localement par rapport au manioc exporté brut. Troisième étape: diversifier les cultures complémentaires. 9 à 12 mois. Sans abandonner le rôle stratégique du manioc, les agriculteurs introduisent des cultures résistantes comme le sorgho ou le millet. Les centres techniques accompagnent la transition pour éviter une dépendance excessive. Le succès se mesure par la stabilité des rendements et la part des terres multicultivées. Quatrième étape: sécuriser les débouchés régionaux. Continue. Les autorités négocient avec les pays voisins pour fluidifier les flux commerciaux, tandis que les coopératives suivent les volumes d'exportation. La constance des expéditions vers le Bénin et le Ghana devient le baromètre essentiel. Cinquième étape: renforcer la gouvernance locale continue. Les communes rurales deviennent centres de décision opérationnelle, soutenues par des formations en gestion, logistique et transformation. Les coopératives, apparues presque timidement au début du projet, reviennent ici comme le motif central d'un récit désormais complet. Elles incarnent la transition d'une réaction imposée à une autonomie assumée, rappelant que la transformation du Burkina Faso ne s'est pas construite dans les institutions éloignées, mais dans des groupes d'hommes et de femmes qui ont choisi de réorganiser leur quotidien. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces cellules locales ont cessé d'être de simples structures agricoles pour devenir les lieux où une souveraineté nouvelle s'est réellement formée. Dans les villages, les familles qui autrefois attendaient les convois d'aide extérieure travaillent désormais des terres qu'elles transforment d'elles-mêmes. Les ateliers, nés de moyens modestes, diffusent une énergie collective qui dépasse largement la seule production. Cette montée en puissance silencieuse, presque invisible lors des premiers jours de l'embargo, constitue aujourd'hui le socle humain de toute la dynamique. Les trajectoires individuelles et les ambitions nationales se rejoignent dans un même mouvement, celui d'une population qui se relève par ses propres moyens, geste après geste, récolte après récolte. Une phrase résume cette évolution: la souveraineté naît toujours du terrain. L'histoire du Burkina Faso ne se referme pas sur la réussite du manioc. Elle s'ouvre au contraire comme un symbole discret de ce que des communautés peuvent bâtir lorsqu'elles s'appuient sur leurs propres forces. Dans les coopératives, dans les ateliers de transformation, comme dans les champs du Sahel, une idée simple circule: l'autonomie n'est pas un mot d'ordre politique, mais une pratique quotidienne façonnée par ceux qui la vivent. Ce récit invite chacun à s'interroger sur les ressources locales, souvent négligées, qui pourraient devenir des leviers puissants si elles étaient partagées, adaptées ou transmises.
Il ne s'agit pas de reproduire le modèle burkinabé à l'identique, mais de comprendre comment une transformation durable peut émerger d'initiatives modestes portées par une volonté collective. Si cette trajectoire vous inspire, alors elle vous appartient déjà un peu. Partagez-la, discutez-la, questionnez-la et contribuez à faire circuler ces idées qui voyagent d'un village sahélien à toute communauté cherchant un autre chemin. Une question demeure. Quelles ressources autour de vous pourraient devenir un point de départ?